je l'ai nommé, pillage approuvé par Dambi Ouadani au Conseil des ministres j'ai mis du 20 décembre, je pense que ça doit être du 22 décembre. Mais en tout cas, c'est au 23 décembre que cette compagnie s'est véritablement constituée. Donc, ah, vous avez cette compagnie dont l'opérateur principal est RS International exerce en fait à Oman. À Oman, ils ont un bloc qui est appelé le bloc 50. Un peu comme si on a un bloc A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Ils ont un bloc qui est le bloc 50 à Oman. Et ce bloc, en 2019, ils l'ont foré, ils ont commencé à développer ce bloc avec pour objectif initial de départ, peut-être un chiffre fantaisiste qu'ils ont annoncé pour appâter un peu les investisseurs, mais en tout cas 10 000 barils jour. Donc, ils sont passés très rapidement, en moins de 2 ans, de 10 000 barils jour à quelques 2 000 barils jour, 2 500 barils jour au maximum, avec une venue très importante d'eau dans le réservoir. Et donc, ça fait que dans les années 2022, leur action a chuté. Ils n'ont pas fait de bénéfices en 2022. En 2023, ils étaient complètement dans le rouge. Et ça, le monsieur le ministre de l'économie et des finances il devait le savoir. Et en 2024, les perspectives n'étaient même pas bonnes pour cette compagnie. Donc, la signature du contrat que le Bénin leur a apporté en 2000, fin 2023, on est quelque part là, leur a permis d'avoir une stabilité ici. C'est cette stabilité-là, quand vous voyez les actions, de l'évolution des actions de cette compagnie-là, qui sont des traits, hein, c'est des traits, même moi-même, c'est des choses que j'aime pas trop. Mais vous voyez un peu cette stabilité qui est là, que j'ai identifiée, j'ai mis en noir ici. C'est pas forcément la même hauteur, mais juste pour dire, cette zone-là que vous voyez ici, c'est une zone de stabilité de la casse, parce que la casse était déjà là. L'entreprise se cassait déjà la gueule et perdait en action, en valeur. Et du coup, boum, quand elle a signé le bloc du Bénin, elle s'est stabilisée un tout petit peu. Et après, elle a continué à casser la gueule parce qu'ils ont eu ils ont publié des chiffres, et etc. Ça fait que bon, la gueule a continué à casser avant donc de commencer à remonter. Quand ils ont commencé à parler donc de la possibilité de produire au Bénin en 2025, vous voyez tout ça, c'est remonté. Donc les marchés réagissent en fait à la capacité de cette compagnie d'avoir des stocks, d'avoir des réserves de pétrole, et à la possibilité aussi donc de produire, de vendre du pétrole. Donc il y a une assurance derrière. Donc l'opération qui avait été faite dans le temps, avait pour but en fait de sauver cette compagnie-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait les choses de façon précipitée. Ils ont fait valider un contrat d'une compagnie qui n'existait pas, qui a existé, bon, donc qui a été formellement reconnue par la loi béninoise au lendemain donc, de la signature de son contrat. Et donc voilà un peu comment s'est constituée cette compagnie. Et donc cette compagnie, comme je le disais, elle est constituée donc de RES International qui est actionnaire majoritaire à 76%, de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin, SNHB, 15%, et d'Octogone de M. Razak Saka de 9%. Bon, je vous laisse toute la structure et l'organisation donc de la compagnie RES International. C'est une holding dans laquelle il y a Lim Petroleum, il y a Mazira Oil, etc. Mazira Oil, c'est celle qui s'occupe donc du bloc 50 à Oman. Et vous avez Accra qui est sous la holding Lim Petroleum ici. Donc, tout ça, ça va embrouiller vos téléspectateurs, mais ceux qui sont curieux peuvent mettre pause et regarder. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en fait explorer le bloc 1 qui est là, et ils vont exploiter également le reste du pétrole qui avait à la fin donc, des années 98, que le Bénin avait laissé avant de partir, que le projet pétrolier de Semi avait laissé avant de partir. Ils vont exploiter ce pétrole-là, et ils vont explorer d'autres horizons. Donc les puits existants, ce sont ces puits-là que nous avons pu localiser ici avec des points que nous avons zoomés ici. Initialement, ce pétrole, le réservoir en fait du champ de Sémé, en fait, on a deux structures à Sémé. Les structures, vous connaissez déjà, vous commencez par devenir géologue, j'imagine. Et donc, vous avez une structure, donc un piège ici avec 85 millions de barils, une autre piège au sud ici qu'on appelle structure sud à 15 millions de barils. Vous voyez qu'on est complètement loin de la potentialité de ce qu'on a du côté onshore, où il faut vraiment qu'on aille rapidement à la ceinture de contrat, qu'on fore le puits. Peut-être qu'on tombera sur l'eau simplement. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, il faut qu'on fore pour savoir si vraiment il y a du pétrole là. Donc, cette compagnie-là, vous pouvez retrouver ces informations également sur euh, le,
le site donc, de la SNHB. Bon, ça fait partie de l'une des choses l'une des merveilles donc, de la SNHB, notamment le site web qu'ils ont mis en place qui permet donc d'avoir un certain nombre de formations. Mais malheureusement, c'est pas vulgarisé, donc les Béninois ne savent pas. Je mets le lien là, ils peuvent avoir toutes ces informations. Toutes les coordonnées des puits, ils peuvent les avoir, ils peuvent les projeter et bien regarder pour ceux qui sont curieux. Donc, nous allons voir un peu l'extrait du contrat. Donc, quel est l'extrait du contrat que ces messieurs ont signé? Donc, vous avez un extrait du contrat qui dit que c'est un contrat d'une période de 9 ans pour ce qui concerne le volet recherche, une période de 25 ans pour ce qui va concerner le volet exploitation et une période donc d'extension possible qui est de 10 ans. Donc aujourd'hui, la période donc d'exploration et d'exploitation vont suivre leur cours, donc c'est en briquet, c'est un embranchement. Et donc, du coup, on va dire que puisqu'ils ont signé le contrat en 2023, on va juste rajouter 25 ans pour voir la date à laquelle le contrat va probablement expirer plus 10 ans pour en fait l'extension possible. En gros, à partir de 2023, il faut juste rajouter, décembre 2023, il faut juste rajouter 35 années pour dire, bon, au mieux, dans 25 ans, on les renvoie, ou peut-être dans 35 ans, ils vont partir du Bénin. Donc, en fait, ils ont scellé le sort du Bénin. Vous avez une étude qui a été commandée après la signature du contrat. Il faut savoir que pour signer les contrats, en fait, préalablement à la négociation, vous prenez les données, c'est ce que tout le monde fait, même les Chinois ils l'ont fait. Vous analysez les données, vous revenez avec une offre technique. Monsieur Jules, vous dites que votre poisson il est gros, mais moi je dis non. J'irai peser le poisson pour voir si c'est réellement 1 kilo que ça fait et tout. C'est comme ça se fait. Donc ceux-là, le ministère leur a dit c'est 1 kilo, ils ont juste pris 1 kilo, ils ont signé. Donc déjà là, ça sentait quelque chose qui n'était pas bon et ça cachait en fait une autre ambition derrière parce que ces messieurs, ils avaient juste envie de, de dire à leurs investisseurs que malgré la casse qu'on a eue, on a pu réserver, on a pu faire des stocks de pétrole. Aujourd'hui, on a un bloc qui est le bloc 1 du Bénin, dont le champ de semen qui a déjà produit et dont on sait qu'il y a des réserves encore qu'on peut extraire. Et donc, on sait aujourd'hui que malgré la situation financière difficile qu'on vit, il y a de l'avenir. Donc, c'était l'objectif, c'était vraiment garantir les stocks. Et donc, quand ils ont fini, ils sont allés évaluer le puits, ils sont revenus en nous disant que c'est 78 dollars qu'il faut pour redévelopper, euh, en fait, pour sortir un baril du trou, ça va leur coûter 78 dollars. Vous regardez aujourd'hui, vous tapez sur Internet, coût du baril de pétrole sur le marché, vous êtes à moins de 70 dollars. Donc, on voit là difficilement le Bénin dit à ces messieurs, écoutez, produisez, bien que cela ne soit pas rentable pour vous. Mais au final, puisque ces messieurs ne vont pas produire, ou bien même qu'ils vont faire des stocks, mais qu'ils ne vont jamais vendre parce qu'ils vont vendre à perte, eux, ils auront toujours leur stock. Et c'est ça qui compte pour eux. La seule chose qu'ils veulent, c'est justement constituer des stocks, c'est-à-dire avoir suffisamment de stocks sur les marchés qu'ils mettent comme des actifs. Ça fait partie donc des actifs, des actifs passifs pour eux et qui permettent donc d'augmenter donc la valeur de la société sur les marchés et donc de spéculer, etc. Donc c'est tout ce qu'ils veulent. Donc eux, c'est pour ça justement ils sont allés faire cette étude-là. S'ils avaient fait cette étude-là qui nous disait que c'était 78 dollars, avec les projections qu'on avait, le Bénin aurait pu dire non, puisque c'est pas rentable, nous on ne signe pas. Mais non, ils n'ont pas fait cette étude. Ils n'avaient même pas le temps de faire cette étude parce que ils sont venus justement la veille. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à la présidence, mais on pense aujourd'hui que ce n'est pas M. Razasaka parce qu'il a 9% quand même, et qu'ils sont arrivés au Bénin et que donc du coup c'est lui qui leur a ouvert donc la porte donc, du ministère de l'économie et des finances. En général, Talon, il ne contrôle rien, fait confiance à Wadaï. Donc, quand ils sont revenus avec une proposition de redéveloppement de ce champ. Et qu'est-ce que le contrat, la proposition de redéveloppement dit dans l'étude d'évaluation qui a été faite? Donc, vous pouvez aller sur le site donc, de cette compagnie-là, vous tapez res.com, vous verrez ce rapport-là, il existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont eux-mêmes qui le disent. On propose au Bénin de développer l'horizon I6. Je vous dirai un peu ce que c'est que l'horizon I6 là. C'est le réservoir qui avait été exploité jusqu'en 99 avec un puits vertical, avec une production en utilisant un puits vertical. Et
on propose aussi d'explorer les horizons H8 et de les exploiter également. Donc, avec un puits vertical, ce qui est pour moi, c'est une hérésie totale, quoi. On ne peut pas produire à l'heure actuelle cet horizon avec un puits vertical. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Et après, il prévoit donc de forer un certain nombre en fait, il prévoit donc de faire des essais de production d'une durée d'un an. Les essais de production, c'est des essais de production longue durée, c'est-à-dire vous lancez la production, vous vérifiez comment le réservoir réagit, est-ce que vous arrivez à bien produire, quelles sont les difficultés, etc. Mais au cours de l'essai de production, vous ne vendez pas le pétrole, vous le stockez quelque part. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont le stocker, ils ne vont pas le vendre. Moi, je pense que c'est fait exprès pour pas réduire les stocks et non seulement ça, pour pas vendre à perte. Parce que eux, ils réfléchissent à tout ça. Or, ce qu'ils nous avaient promis, nous, Béninois, c'était qu'on allait redévelopper le pétrole, le champ de semai, et que le pétrole allait contribuer à l'économie béninoise dès 2026. On voit que sur ce point, on est très loin de cette ambition. Et donc, pour pas nous décourager, nous avons produit un essai de production longue durée. Mais nos cadres, les intellectuels, ils n'ont pas su que c'était un piège. Ils ont validé cela. Donc après, il propose donc de forer des puits horizontaux, etc. Bon, ça, vous allez lire. Un autre aspect du contrat, c'est la clé de répartition. Euh, la clé de répartition ici, euh, le ad valorem, que j'ai appelé le royalty, au moment où je vous expliquais le truc sur le bloc B, où je disais que Elephant Oil, le monsieur passe à 15% pour le royalty. Ici, avec le contrat qu'on a signé avec RES International, on leur a mis 10%. 3% pour le gaz, ça c'est ce qu'il y a dans le code. Le royalty, en fait, c'est la taxe prélevée avant tout partage de production. Donc, c'est un peu comme le système où vous donnez votre terre à quelqu'un, il laboure, avant donc de partager 50%, 50%, il vous donne déjà une part, et après, vous partagez le reste à 50%, 50%, si c'était ce que vous avez défini initialement. Donc, vous prenez quelque chose de suite d'abord, et après, vous partagez le reste. C'est un peu ça le royalty pour ceux qui, de façon terre à terre, je vais dire. Après ça, vous avez le, le cost recovery. Le cost recovery, ici, euh, c'est en fait les montants qui sont récupérables, les coûts récupérables, voilà, pour faire très simple. Et ici, c'est un plafond qu'on fixe. Le plafond, il est fixé ici à 100% pour toute la période d'essai de production. Et s'il doit y avoir essai de production, et le plafond, il est fixé à 70% pour la période réelle d'exploitation. Donc ça veut dire aujourd'hui, puisqu'ils ont vu dans le contrat que le EWT, en fait, c'est Early Well Testing, c'est en anglais, Early Well Testing Phase. Well Testing, en général, c'est des essais de production que vous faites et qui ne sont pas de longue durée, qui sont de quelques semaines, même de quelques jours que vous faites. Pendant cette période, les coûts consentis, en fait, à produire le pétrole, en fait, ce sont des coûts récupérables à 100% pour tout ce qui est pour tout ce qui est phase d'essai. C'est-à-dire, vous ferez le puits, vous testez le réservoir pour voir quelles sont ses capacités de production, etc., l'indice de productivité et tout. Ça, les coûts consentis, c'est récupérable à 100%. Mais tout ce qui est phase d'exploitation elle-même, où vous exploitez réellement le pétrole, vous récupérez à 70%. Et donc, pour qu'eux ils puissent récupérer à 100%, c'est justement pour ça, en fait, ils nous ont proposé d'aller à un essai de production longue durée pour pouvoir stocker suffisamment de pétrole. Pour dire en fait qu'avec le million de barils qu'on a stocké quelque part, si jamais, par miracle, les États-Unis bombardent l'Iran ou bien qu'il y a catastrophe quelque part dans un pays pétrolier qu'on n'a pas suffisamment de pétrole, que les coûts changent et qu'on arrive à vendre le pétrole, puisqu'ils disent que c'est 78 $ qu'il le faut pour que ce soit rentable. Imaginez un pétrole donc du coût du baril à 100 $. Eux, quand ils iront vendre le stock qu'ils ont eu à faire au niveau donc au cours donc, de la période d'essai de production, ils vont récupérer tout le CAPEX, tout l'OPEX qu'ils ont investi, le CAPEX et l'OPEX qu'ils ont investi à hauteur de 100%. Or, si on considérait que cette phase
de production de stockage était une phase d'exploitation réelle, ça aurait été récupéré à 70%. Donc, eux, ils font de l'optimisation en plus là-dessus. Et ça, nos cadres, ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils le savent, mais qui ferment les yeux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me dire que le directeur général des Hydrocarbures, aujourd'hui qui est consultant de Octogone, malheureusement qui se retrouve donc du camp donc de la mafia, n'a pas connaissance donc de ces pièges-là dont le Bénin s'est engouffré. Bon, Wada, je ne sais pas quel genre d'économie il a fait, mais je sais au moins que l'SDG, c'est lui qui enseigne l'économie pétrolière à l'université, c'est lui qui m'enseigne l'économie pétrolière. Et donc, il a cette information. Donc, il sait que la période de production produite, et ça, parce que peut-être il ne dit rien, peut-être parce que ça arrange celui pour qui il travaille. Donc, lui, il est du côté aujourd'hui des autres. Bon, je ne peux pas l'en vouloir pour ça. Il défend les intérêts donc, de son patron, c'est clair. Mais il revient donc aux Béninois, au cadre pétrolier béninois, de dire non, on tape du poing sur la table. Il n'y a pas de pétrole, de période de production. Soit vous ferez le puits, vous attendez. Le coût du baril remonte et vous revenez, vous lancez la production, ou soit sinon, vous lancez tout de suite la production en espérant que le coût du pétrole va remonter. Ou en tout cas, même si vous faites une essai de production de longue durée, on ne peut pas appeler ça essai de production parce que le jour où on vend du pétrole, on vous applique 70%. Vous récupérez que 70%. Parce que les coûts, ça inclut le CAPES et choses là. Et en gros, ça veut dire que tout le personnel, les salaires, tout ce qu'ils vont verser aujourd'hui, ils vont les récupérer à 100% en fait. C'est ça en fait. Et donc, puisque le rig il est arrivé rempli d'étrangers, euh, ça veut dire que c'est le Bénin qui paye ces étrangers-là. Ces étrangers, ils viennent sucrer le pétrole béninois. On verra ça un peu plus tard, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Je me suis étendu là-dessus pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'on est en train de siphonner le pétrole du Bénin. Euh, Après ça, vous avez l'allocation du pétrole. L'allocation du pétrole, en fait, c'est, vous faites, il y a un rapport qui est fait, hein, les revenus cumulés, les revenus cumulés et les coûts cumulés. Les coûts, ça comprend les CAPEX et les OPEX. Donc, les CAPEX, c'est l'investissement, etc. Et les OPEX, c'est tout ce que vous dépensez pour l'opération, etc. Et les salaires que vous payez derrière. Donc, quand on fait le rapport, si le rapport est inférieur à 1, donc le Bénin, il prend 45%. Donc, ça veut dire que déjà, on a 10% de royalty ici. Le ad valorem fee, royalty, il y a 10%. Ces messieurs, ils vont prendre une portion donc, des 100% donc, des investissements de cette production. Et quand ils vont venir, ils vont faire le rapport, l'État aura 45% sur finalement la production total donc de ce qui reste après qu'on ait enlevé après que l'État ait pris le royalty et que eux ils aient retiré le montant initial dépensé pour produire ou en tout cas pour sortir le pétrole du trou. On partage suivant cette clé-là 45% et quand le coefficient est un peu élevé, 50%. En tout cas, quand il est plus de 2,5, c'est 60%. Autrement dit, quand la rentabilité est très élevée, plus la rentabilité est élevée, plus l'État gagne. Mais l'État ne gagne pas grand-chose parce que regardez la clé de répartition. Et c'est après avoir partagé ce pétrole-là, c'est-à-dire, supposons par exemple 45% pour l'État, donc il va rester 55% à partager. Les 55% seront répartis suivant la clé de répartition qui est dans le contrat du consortium. Et puisque c'est un consortium, ce n'est pas une compagnie unique, donc dans ce qui va appartenir désormais à ce qu'on va appeler la société à crack et pétroleum, qui va être 55% si on est dans ce cas de figure-là, où l'État prend 45% et le consortium 55%, ils vont répartir de telle sorte que 76% aillent à Crack et Petroleum, 9% aillent à Octogone et 15% à la Société nationale. Voilà, c'est ça, c'est la clé de répartition. Donc voilà un peu comment ça se répartit. Et pourquoi est-ce que je vous dis que le pétrole du Bénin est intéressant pour eux et que nous, aujourd'hui, on a la possibilité donc de faire un bras de fer et donc de dire, ah non, justement, vous développez tout de suite le pétrole, vous vous mettez à vendre parce que 78 dollars le baril, il n'y a eu aucune contre-étude pour nous dire que c'est réellement 78 dollars le baril à travers le schéma de production qu'ils nous ont soumis là. Il n'y a pas une contre-étude aujourd'hui ni à la CNHB, ni à la direction générale pour dire non, écoutez, ce chiffre que vous avancez, c'est faux. À 39 dollars, le pétrole peut être rentable.
Donc, arrêtez votre cynisme et allez directement vendre le pétrole pour que l'on puisse l'avoir dans l'économie béninoise. Bon, en tout cas, c'est un peu ça la situation. Donc, cette compagnie, là, vous avez le bradage donc, du pétrole. Donc, on tend vers la dernière partie. Par ces messieurs-là que vous voyez, dont la photo est très bien affichée. Vous avez la compagnie a craqué. Donc, dans la compagnie a craqué, on a parlé donc du consortium a craqué. On a parlé donc de l'Est international qui a assuré 76%, c'est le gros. Et donc, quand on prend les réserves donc de l'Est international qui a assuré 76% donc du consortium a craqué, en 2023, ils ont signé le champ de Semer, le bloc 1, dont le champ de Semer. Et vous avez aujourd'hui leur part qui leur revient par rapport à la répartition de 76%. En général, on pense qu'on pourra récupérer 10 millions de barils et qu'à peu près, du coup, 76% de 10 millions de barils, on est autour de 6 millions de barils qui revient en fait à la compagnie. C'est pour ça que vous avez 6 millions de barils. En fait, ça, c'est le volume qui reviendrait à la compagnie, qui est en fait constitué dans ces stocks. Et vous avez en haut là les blocs que cette compagnie exploite dans d'autres pays que je ne vais pas citer ici. Donc, il faut simplement regarder la ligne là. Donc, ça, c'est la partie en bleu. C'est des ressources prouvées qui aujourd'hui sont dans l'escarcelle donc, de cette compagnie-là. Et on sait que tout investisseur qui voit ça, il est confiant, c'est que même s'il met sa bille dedans, il pourra récupérer des boules. Euh, Vous avez également la partie en orange là. Ça, c'est le domaine donc de pétrole existant, mais qui n'est pas concrètement prouvé. Et donc, qui est prouvé, mais qui n'est pas complètement évalué. Donc, on a un peu de spéculation dessus. Donc, quand on prend le tout premier là, que vous avez les éprouvé, vous avez ici l'histogramme qui remonte jusqu'en 2021, où vous avez les débuts de cette compagnie en termes de réserve de pétrole qu'elle a dans le monde. En 2022, en 2022 justement, avec Oman et tout ça, vous avez la chute donc des stocks qui sont disponibles, les stocks de pétrole, des réserves de pétrole de cette compagnie qui ont chuté jusqu'à 8 millions de barils disponibles en tout. Et puisqu'ils ont signé le contrat fin 2023 et donc qu'ils ont comptabilisé voilà, les stocks du Bénin dans le stock total donc, de 2023, ils sont montés à 14 millions. Donc ici, vous avez l'histogramme sans le Bénin en 2023. Si le Bénin ne l'avait pas signé le contrat, vous avez ce qu'ils ont. Donc on chute de là à là. Mais puisque le Bénin l'a signé, ça leur a permis de remonter. Donc vous voyez comment c'était en fait une opération donc, de sauvetage. Et ici, ils ont pu signer un contrat ailleurs avec une petite réserve. Mais dans tous les cas, quand on regarde les chiffres de ce qu'ils ont jusqu'en 2024, on remarque en fait que le stock du Bénin représente en fait un gros stock dans tout ce qu'ils ont comme contrat un peu partout dans le monde. Et même quand on fait le cumul de tout ce qu'ils ont ici, là, quand on fait le cumul, ils sont à 12 millions. Sans le Bénin, ils sont à 12 millions. Avec les stocks du Bénin, ils sont à 18 millions, qui leur permet donc d'avoir une valeur très ajoutée. Et ça, monsieur, ils exploitent en Oman. Mais contrairement à l'Oman, ils n'ont pas fait un essai de production d'un an. Ils ont produit directement, ils ont vendu. Mais au Bénin, on nous propose un essai de production d'une année. Vous voyez un peu le... Ils nous prennent pour des cons, en fait. Et ça, justement, parce que voilà, c'est ce qu'on leur a dit. Écoutez, vous donnez les sous, vous donnez les sous, et puis nous aussi, vous faites tout ce que vous voulez sur le Bénin, personne ne va bondir. Et donc, voilà un peu sur ce qui est réserve prouvée. Sur ce qui est réserve prouvée, mais dont on a encore des incertitudes sur le volume, quand on prend le pas, on a aussi l'évolution sans le Bénin donc depuis 2022 et à partir donc de 2024, puisque c'est en 2024 ils ont évalué ça à 10 millions. 10 millions, c'est en fait ce que représente leur part de 76% sur le revenu général. Donc vous avez 10 millions ici de barils. Donc l'objectif actuel du forage qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est de faire passer ces 10 millions dans le domaine donc, de réserve complètement prouvée et de dire qu'on a bouclé complètement et que du coup, finalement, on rajoute 10 millions ici. Ça fait que au final, ils auront un grand stock. Et ça, c'est ce que le PDG lui-même il a avoué lors d'une interview avec un journal singapourien où il disait que l'objectif actuel donc, de la société, c'est de constituer des stocks.
Parce que c'est ça qui permet donc d'avoir de la valeur sur les marchés. Ce n'est pas les ventes de pétrole. Donc voilà un peu ce pourquoi Issa Chan a vouloir forer et a vouloir y aller à fond, quoi qu'il en coûte. Vous avez un autre essai du contrat qui est donc la dernière partie, là, ou sinon l'avant-dernière partie, on va dire la dernière partie de tout ce qui est contrat. Euh, c'est en anglais, hein. Il y a en fait en mars en 2005 un actionnaire qui leur demande de savoir qu'est-ce qui prouve que l'acquisition faite au Bénin était un good deal, un bon deal. Qu'est-ce qui prouve que c'était une bonne chose. Et vous avez ici la réponse donc de ces messieurs-là. Ils disent que bah, le Bénin était, ça fait longtemps que le, le bloc 1 était en stand-by, dont personne n'en voulait, et que finalement, eux, et en plus, le bonus de signature de contrat était très élevé. Ça, vous vous souvenez, je vous en avais parlé avec déjà Baobab Énergie qui avait déjà soulevé cette question et dont M. Mourada il ne voulait pas entendre parler. Eux, quand ils sont arrivés aussi, ils ont remarqué la même chose. Ils ont dit au Bénin, voilà, écoutez, votre histoire de bonus de signature élevée là, voilà, ne nous emmerdez pas avec ça, mais ce qu'on vous propose, c'est de développer tout de suite le champ et d'aller rapidement à la production pour que les revenus du pétrole puissent profiter à l'économie dès 2026. Et c'est pour ça que le Bénin a réduit le budget de signature sur contrat. Donc, vous pouvez lire un peu, comment on appelle, cette conclusion de là. Ah oui, ça date de mai 2025, pardon. Ça date de mai 2025. Donc, aujourd'hui, on se pose donc des questions. Je pose des questions de savoir quelle est donc la part donc, de la trahison aujourd'hui donc de nos cadres, en tout cas des hommes politiques qui ont connu donc de ce dossier-là et qui ont géré ce dossier-là aujourd'hui. Le pétrole aujourd'hui donc de ce bloc, le reste du pétrole qui est en place est évalué à peu près à 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA, c'est l'évaluation faite par Sapetro avant de partir. Bon, il n'y a pas eu une contre-évaluation, mais je préfère aller prendre les chiffres de Sapetro pour les confondre. Donc, vous prenez 300 milliards aujourd'hui, les investissements que cette compagnie veut consentir, c'est à peu près 125 milliards pour pouvoir exploiter l'horizon H6. Je dis 125 milliards, 125 millions donc de dollars, à peu près la moitié, 65 milliards de francs CFA pour les investissements. Après, il faut rajouter aussi les OPEX avec une période de production donc de 6 à 7 ans qu'ils ont prévu. Donc, tout ça. Mais en gros, vous avez à peu près 200 milliards qui vont sortir. Si 200 milliards sortent, au final, 300 milliards, sur les 300 milliards, eux, ils vont récupérer une bonne partie déjà des investissements. Donc, il va rester à peu près 200 milliards. 200 milliards, c'est à peine grande chose qui va rester, un tout petit peu, hein, qui va rester pour le Bénin. Et ça, c'est aujourd'hui euh, le coût donc de la trahison. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'a pu promettre monsieur. Aujourd'hui, on sait que monsieur Reza Saka a eu une influence en tout cas sur Wadayi. Est-ce qu'il lui a promis des parts dans les stations donc de services de pétrole, les pompes, les stations de pompes de pétrole qui fleurissent un peu partout au Bénin, à Cotonou, là? Est-ce qu'il lui a promis donc des parts dedans? Est-ce que c'est moyennant cela qu'il a cédé, qu'il a permis donc de sauver cette compagnie? Ça, on ne le sait pas, on n'a pas voulu enquêter là-dessus, mais en tout cas, il y a de forts soupçons, il y a de quoi aller alimenter peut-être des spéculations dans ce domaine, mais en tout cas, il y a de quoi fouiller. Et donc, aujourd'hui, le rig, il est arrivé au Bénin. Le rig, il est arrivé au Bénin, donc je vous ai remis juste la part, donc $78 pour vos visiteurs. Je vais passer cette diapositive parce que je l'ai déjà expliqué. Le rig est arrivé au Bénin euh, le 15 juillet 2017. Ah, mais donc, le rig était quelque part en Afrique, notamment au Congo, sur le champ Nélé, et le rig travaillait pour la compagnie qu'on appelle Eni. C'est une compagnie italienne donc le 2 juillet, le rig a été embarqué et tracté par des navires que vous voyez ici. Et c'est arrivé en fait au Bénin le 15 juillet à 5 heures du matin. C'est une photo de monsieur, un monsieur qui a publié ça sur LinkedIn. Donc vous avez aussi vu, moi-même j'avais publié dans le temps, j'avais relayé une vidéo qui avait circulé dans le temps, qui est cette vidéo-là que vous avez ici, au moment où le rig en fait
a été tracté jusqu'au Bénin avec quelqu'un qui commentait ça, qui était sur le navire. Donc, quelles sont les activités du rig depuis son arrivée au Bénin? Vous avez un certain nombre d'activités. Déjà, le rig, le rig s'appelle le rig JED et c'est en fait une plateforme qui permettra, donc, je ne sais pas si je peux arrêter la vidéo. Ah non, c'est parti. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui permet donc de s'arrimer et donc de forer un puits. C'est une plateforme de forage. En anglais, on appelle ça rig. Et cette plateforme s'appelle JED. Donc, la plateforme JED ou le rig JED. Ça avait été tracté par les navires Scandi Trader et les Bourbon Liberty 216. Ceux qui sont un peu dans la navigation, qui s'intéressent et qui vous suivent, ils peuvent essayer donc de rechercher ces navires-là, l'itinéraire de ces navires-là juste à ce jour. Le 18, ils ont eu à positionner provisoirement le rig parce qu'ils n'avaient pas encore toutes les autorisations. Pour lancer les opérations de forage, vous voyez un peu comment ces messieurs-là fonctionnent. Complètement opaque et comme ils n'anticipent rien, bon, ils se sont pris au dépourvu, mais on ne peut pas dire qu'ils se sont fait prendre au dépourvu parce qu'ils attendaient le rig depuis plus d'un mois déjà. Donc voilà, ils ont été peut-être pris au dépourvu parce que le ministère, vous vous souvenez de l'article publié par Africa Intelligence où monsieur Paul Akpona ne voulait pas s'y mêler, donc il ne voulait pas leur accorder des séances de réunion pour discuter donc de la possibilité donc de forer. Lui ne voulait pas entendre parler du dossier parce que il voyait déjà un truc faux là, quoi. Donc ça fait qu'ils n'ont pas pu évoluer sur toutes les autorisations non plus. Donc, le 20, ils ont eu une visite sur le rig Bourbon Nord et euh, Bourbon Liberty est reparti le 18 et Bourbon Liberty 216 est reparti le 18 et le 228 qui est appelé aujourd'hui à Métrine Valor est arrivé le 20 pour en fait servir donc de remorque ou en tout cas aider le navire par rapport à un certain nombre de tâches logistiques. Ici, le mouvement Nord, c'est spécialement pour le ravitaillement, pour le transport du personnel et tout. Et donc, le 24, ils ont eu un ravitaillement en carburant à travers le navire Albi qui est venu du port de Lomé, qui les a ravitaillés, qui est reparti ensuite. Et dans la même foulée, le 25 juillet, donc il y a à peu près une semaine, ils ont positionné définitivement le rig à la position entre les plateformes P1 et la plateforme du Sapetro qui est quelque part ici. Donc le rig, j'ai dit, il est positionné là. Ça, c'est la trajectoire du navire qui les a ravitaillés en hydrocarbures pour le fonctionnement du rig, les groupes électrogènes qui sont là-dessus. Et là, j'ai mis la position géographique pour ceux qui sont curieux, qui veulent projeter donc du rig. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont forer le puits. Donc, quand ils vont forer le puits, quelle est la formation visée? Ici, vous avez toujours la même position du rig, qui est rig jet ici positionné sur une carte. Et la formation visée, c'est l'horizon I6 qui est là. C'est une couche géologique qui date de à peu près 89 millions, 93 millions, 89 millions d'années, qui est en fait du grès, dont je vais vous montrer un peu les zones où on peut l'identifier en surface. Donc ce rig-là, il va forer un puits qui ira dans ce sens-là. Donc le puits va arriver de façon verticale sur A6 et après il va être dévié dans ce sens-là sur l'horizon H7 et l'horizon inférieur H8. H7, le toit il est à peu près à 2400 mètres. Donc H7, c'est ça ici. C'est une formation de l'Albien. Et H8, c'est l'horizon qui est là. 2600 mètres à peu près. Donc, ces horizons, je les ai remis en 3D ici, avec à peu près leur profondeur où on les trouve à peu près. Vous avez une profondeur d'eau qui est à peu près de 25 mètres. Et avant d'arriver à ces horizons, vous avez deux horizons qui sont appelés numérotés H1 jusqu'à H5 ici. Vous avez l'horizon qui est H7 qui est en bas et le dernier, l'avant-dernier qui est H8 qui est là et le dernier qui est probablement H9. Donc, en fait, c'est des couches qui se sont empilées les unes sur les autres dans le domaine marin, tout comme dans le domaine continental. Vous avez ici la mer, vous avez ici le domaine continental, et ils se sont empilés sur une pente inclinée. Donc, cette pente inclinée, vous avez le substratum ici qui est appelé le socle.
et en fait qui est c'est constitué donc de essentiellement peut-être du granit, etc. En tout cas, c'est des roches magmatiques et autres. Et donc, ces formations se sont déposées sur cette roche-là avec une pendaison donc de 10%. Ça fait que plus on remonte la pente et on remonte au sommet, plus on va en surface. Et du coup, au final, on a la roche qui est ici à 1800 mètres de profondeur, on la retrouve ici en surface du côté de Ketou en surface. Donc, Ketou est aujourd'hui sur cette formation-là. Aujourd'hui, s'il pleut à Ketou, l'eau qui va s'infiltrer dedans ira tout doucement et va mettre plusieurs millions d'années à arriver ici dans le réservoir. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça, comment on appelle, la conception en 3D que je voulais vous montrer. Donc, ici, j'ai fait une coupe qui part de la mer, qui va jusqu'au continent en passant par Ketou, qui est quelque part ici. Donc, cette coupe-là, elle est là. Donc, on part de la mer jusqu'au continent. Et ici, on a la zone de la plage. D'accord? On a les horizons H1 jusqu'à H5. Certains des horizons sont couverts par des dépôts récents ici. Donc, on ne les voit pas forcément. Mais sous l'effet donc de l'érosion, on voit le H6 là qui est ici. En tout cas, c'est ça qui est dessiné en couleur par ici. Ce que vous avez là, l'image là. Et cette roche-là affleure massivement du côté du Nigeria. Et donc, les Nigérians l'ont baptisé Abeokuta, les grès d'Abeokuta. Donc, quand on dit les grès d'Abeokuta dans la nomenclature régionale ou sous-régionale, on sait à peu près qu'on parle donc des grès du Turonier. Bon, il y a à peu près une question donc de limite d'âge entre les grès d'Abeokuta et le Turonier, mais on ne va pas discuter ça, c'est purement technique. Ces grès aussi à fleurs du côté donc du Koufo, ici. Donc, pour moi, je vous le disais sur une émission, je disais que si j'étais président et que je voulais faire comme Donald Trump, je vais les nommer soit gré de Ketou pour faire plaisir aux gens de Ketou, sinon, je vais nommer ça gré de Zayando ou bien gré de Diakotomé pour dire Diakotomé chez moi, quoi. Donc, cette formation, c'est cette formation qui est visée. Donc, le riz, il ira jusqu'au fond, ici. Ici, je vous représente toujours les mêmes horizons, mais concentrés uniquement sur les horizons A6 et le puits. Vous avez le puits, la proposition initiale, donc j'ai reçu la trajectoire initiale qui avait été proposée pour développer ce champ-là. Je ne sais pas si ça a été actualisé, mais en tout cas, on voit très bien que le RIGED, il est toujours à peu près dans la même position par rapport à la tête de puits que j'ai reçue, aux coordonnées géographiques de la tête de puits que j'ai reçue. Donc, vous avez ce puits-là qui va être vertical jusqu'à l'horizon 6. J'ai mis les informations à côté pour que vos éditeurs puissent, vos téléspectateurs puissent lire eux-mêmes et comprendre. Ils vont forer jusqu'à là, jusqu'au toit, donc, en tout cas, juste dans l'horizon A6 de façon verticale, à 1800 mètres. Et après, ils vont commencer à dévier progressivement pour rentrer dans l'horizon H7 et traverser l'horizon H8. Les zones autour du hydrocarbure sont les zones en noir ici que j'ai mis. Donc, quand on rentre dans l'horizon A6, il y a deux niveaux dans lesquels on trouve l'hydrocarbure. Donc, l'épaisseur totale, je l'ai mis à peu près là, sur 150 mètres là. Donc, après ça, vous avez une accumulation de 200 à 300 mètres d'épaisseur de sédiments qui ne contiennent rien. Et donc, c'est à peu près à partir de là qu'ils vont initier la déviation du puits. Vous avez également deux zones qui contiennent du pétrole dans H7 et deux zones qui contiennent du gaz dans H8. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Vous avez un certain nombre de puits qui ont déjà atteint ces niveaux inférieurs-là, les niveaux H7 et H8. Ce sont ces puits-là que j'ai positionnés ici. Donc, on voit en fait qu'il y a un pléthore, en tout cas une multitude donc, de puits à l'est qui ont atteint les horizons inférieurs un certain nombre de puits à l'ouest, mais essentiellement deux puits. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de positionner le rig ici et de forer un autre puits qui va traverser là dans la direction à peu près du nord, 15 degrés. Donc, ils vont traverser jusqu'à ce niveau-là pour pouvoir évaluer de façon globale le volume disponible d'hydrocarbures.
Parce que si on trouve d'hydrocarbures là, et dans les mêmes réservoirs, si on le trouve là, on peut étendre et estimer donc le volume total qu'on peut avoir dans cette région-là. C'est en fait ça l'objectif. Ça leur permettra également de faire des corrélations. Ici, c'est une image 3D de ce qu'on voit ici qui est en 2D. Vous avez le puits D0, D1 qui est ici. Vous pouvez les identifier avec la couleur S1, S11, S10 qui sont en bleu, qui sont là. Vous avez cette couleur-là qui s'apparente un peu à du jaune qui est là. Et vous avez le puits qui veut le forer qui est en rouge qui est là, la trajectoire en 3D, et vous avez les deux autres puits qui ont atteint les niveaux inférieurs. Non, vous avez un puits qui a atteint le niveau inférieur qui est 10,03, et vous avez actuellement le CS1, le puits de Sapetro qui est ici. Moi, je pense que ce puits aurait pu être utilisé, puisque si l'objectif c'est vraiment de forer un puits vertical, ça aurait pu être utilisé simplement, on reprend ce puits-là et puis on carotte complètement dans les zones inférieures, en allant même dans la même direction. Ça aurait pu nous permettre donc d'économiser massivement. Il pourrait y avoir des challenges techniques, mais au niveau donc du gain du temps et donc de coûts, on fera, en tout cas de données scientifiques, on fera une belle prise. Parce qu'aujourd'hui, on ne fera pas du carottage, on fera que du forage. Donc, ce puits aurait pu être utilisé si l'objectif était de produire l'horizon 6 avec un puits vertical. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On fait tout ça après, on recueille des données. Ici, vous avez une information physique. Donc, on envoie un outil pour mesurer. À chaque fois qu'on fait, on envoie un outil pour mesurer, par exemple, la teneur d'éléments radioactifs dans les formations. Et c'est ça qui nous permet de faire des corrélations puits par puits et de dire au final qu'on a le réservoir, on image en fait le réservoir. Donc, j'ai mis ici une image d'un modèle que moi-même j'ai réalisé à travers une stagiaire que j'ai encadrée au Bénin. Donc vous avez ici le lac, hein. Vous voyez le lac là, vous avez Cotonou qui est quelque part ici, vous avez les puits, et progressivement vous avez le truc qui est au fond. Donc là on est à peu ici, c'est un réservoir donc de l'horizon A6, on est à 1800 mètres de profondeur à peu près là-dessus, et donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc le risque c'est que, puisque eux ils veulent positionner leur puits au niveau donc du réservoir, puisque à travers ce modèle 3D, on peut réellement imaginer le réservoir et voir très bien au fond. On voit très bien que le rig jet, il est positionné à peu près là, sur le réservoir. Ce que vous avez en masse là, en orange, c'est en fait la zone qui contient l'hydrocarbure, donc avec différentes vues. Les trajectoires que vous avez là en couleur multicolore, très jolies, ce sont en fait les trajectoires des puits. Et donc ici, en pointillé là, qui arrive là, ça, c'est la trajectoire du puits qui veut le forer. Donc ça va être quelque part ici. Là, qu'est-ce qu'on voit? Le premier problème, le positionnement, il est trop proche des limites donc, du réservoir. Deuxième problème, c'est qu'il y a une densité de puits dans cette zone-là, puisque quand ils vont forer jusqu'à ce niveau et après ils vont s'étendre en allant de ce côté pour les horizons qui sont inférieurs, on a un pléthore donc, de puits qui ont été forés ici. Il n'y a pas une étude concrète d'anti-collision qui nous montre que, en fait, en allant dans la direction telle que c'est fait nord 15 degrés, là, qu'on ne va pas rencontrer ces puits-là et qu'il n'y va pas probablement un problème. Mais bon, ça, c'est à eux de voir. Mais ça, ce qui m'intéresse, c'est que si on veut un succès de ce puits, on n'aurait pas pu se positionner ici. Ou alors, même si on se positionnait en surface ici, c'est qu'on devait forer un puits dévié pour pouvoir arriver au beau milieu quelque part ici. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi ça a été validé, mais c'est vraiment inquiétant. Euh, c'est une zone aussi qui, du point de vue propriété pétrophysique, c'est-à-dire porosité, perméabilité, n'est pas très bonne. Et moi, je le montre ici à travers une étude que j'ai réalisée sur la sismique 3D, donc du même champ. Ce qu'on voit ici sous forme donc du poulpe, hein, ou je ne sais pas, de crabe, là, avec un bras ici. Et là, et toute la zone là, c'est l'horizon H6 qui est visé. Donc, c'est là où il y a du pétrole. Donc, probablement, toute cette région-là contient du pétrole. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand vous combinez à certaines fréquences, différentes fréquences, vous combinez une fréquence donnée, identifiée par la couleur rouge, par exemple, la couleur verte et la couleur bleue,
vous arrivez à ce qu'on appelle du blanc pour les zones homogènes. Donc, quand vous combinez tout ça, si la zone est homogène, elle est blanche. Si elle n'est pas homogène, en tout cas, si elle est hétérogène, vous avez des couleurs qui tirent un peu, soit vers du blanc foncé, soit vers du marron ou du bleu, là, que vous voyez. Et donc, là où le rig est positionné, on voit que ce n'est pas une zone où on a une bonne caractéristique, forcément, donc, du réservoir. Et donc, là, moi, ça me pose également un problème. Mais bon, c'est des choses, quand même, qu'il faudrait que nos cadres essaient donc de voir. Et mieux, si on positionne ce puits et qu'on arrive là, on est en bordure donc du réservoir et probablement on a la possibilité d'avoir une venue très rapide de l'eau. Parce que quand on va lancer la production, même l'essai de production, on remarquera qu'il y aura une venue accrue de l'eau. Mais puisque ça va les arranger, parce que s'il y a une venue accrue de l'eau, ça va être un moment pour eux de répit, de dire on arrête d'abord la production, on réfléchit à la stratégie pour développer ce champ-là. Et donc ça leur permet toujours de faire dans du dilatoire. Parce que c'est ça l'objectif en fait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas positionné le rig au bon endroit. Ils veulent forer un peu vertical. Après, je ne sais pas si, à travers cette vidéo, puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'horizon, s'ils vont changer d'objectif et essayer de faire un puits dévié qui traverse donc le réservoir. Mais ça serait vraiment génial s'ils arrivent à le faire. Parce que pour moi, pour arriver, si on positionne le rig ici, il ne faut pas arriver directement tout droit. Il faut traverser et arriver quelque part ici, à l'encablu donc du puits laissé par Sapetro. Et donc, l'architecture proposée, je l'ai remis ici avec une image, hein, que j'ai fait générer par l'intelligence artificielle. C'est formidable d'ailleurs, où on voit, j'ai juste mis de façon fictive les horizons, ce sont des roches qu'on traverse. Donc vous avez la mer, vous avez 25 mètres de profondeur, vous avez le rig qui est arrivé, donc qui va forer, touk, 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 qui va arriver ici. Et à partir de là, on va commencer à dévier le puits pour entrer donc dans H7, donc dans cette formation-là. Et on va continuer progressivement à dévier pour entrer donc dans le H8 qui est là. Donc, la zone verticale ici que j'ai mis, donc section verticale, et la section inclinée qui va être ici. En image réelle, quand on le met dans les logiciels dans le logiciel de l'industrie pétrolière, on a ça en fait. On a le rig jet qui est en surface, où on a la main ici. Donc, quand on va fourrer, on va venir là. Ça, c'est l'horizon A6. Ça, c'est la limite où on n'a plus d'hydrocarbures dans l'horizon 6. Et donc, à partir de là, on va dévier le puits en allant dans la direction nord, à peu près 15 degrés, nord 20. Ce que moi, je propose, c'est pour qu'on puisse optimiser ce champ-là et pour qu'on puisse produire réellement et en retardant le water breakthrough aujourd'hui, c'est de forer une architecture multilatérale. Puisqu'on ne veut pas utiliser le puits, l'ancien puits CS laissé par Sapetro, il y a une deuxième proposition, c'est de forer ce puits multilatéral. Quel est le but? On va forer tout droit et puis on va dévier dans le puits à proximité donc du réservoir, on va dévier dans l'horizon, pardon, on va dévier le puits pour entrer dans l'horizon I6, pour entrer donc dans la zone productrice limitée par ces deux niveaux-là, donc cette zone-là. Et puis on va rentrer encore dans le puits. On va cette fois-ci prolonger un tout petit peu la verticale et on va rentrer dans l'horizon 7 en s'approchant du toit. Et puis ça va me permettre donc de tester également cette zone-là. Et le dernier horizon qui est H8, on va également prolonger, comme ça on va rentrer dedans. Ça fait qu'au final, on a une architecture multilatérale. Bon, multilatéral, parce que c'est trois architectures, bon, ça rentre dans trois niveaux. Sinon, en fait, on peut le faire dans les deux sens, c'est-à-dire aller ici et aller là. Mais il n'y a pas d'intérêt à aller dans ce sens parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur ma carte, en allant de ce côté, il n'y a plus rien. Il faut aller complètement dans la direction du nord. Donc, ça nous permettrait, dans un temps, puisque quand ils vont forer ce puits, si vous lisez la diapositive, la diapositive numéro, je crois, 53, vous verrez qu'ils ont dit qu'ils vont en fait reboucher les zones inférieures forées, c'est-à-dire H7 et H8. Ils vont reboucher complètement et après, ils vont perforer cette zone-là. Donc, ça, c'est une perforation que j'essaie donc de réaliser. Ici, bla- euh, j'ai essayé donc de fermer cette partie pour dire que cette partie en violet là ne sera plus concernée. Donc ils vont complètement cimenter ça. Et puis donc ils vont perforer ici et ils vont commencer à exploiter le pétrole.
avec le plan de développement farfelu qui comprend une année donc de production, un essai de production. Moi, d'après ce que je propose, si ils suivent un peu cette vidéo, c'est d'arriver là avec une architecture, avec un drain multilatéral. Ça nous permet d'avoir un long contact entre les niveaux producteurs là et de limiter la venue de l'eau parce que justement, on n'aura pas à trop forcer là-dessus pour engranger un maximum donc de drainage dans le puits. Et quand on compare aujourd'hui la proposition faite par rapport à un certain nombre de paramètres qui sont au milieu ici, par rapport à ce que j'ai fait ici, vous voyez tout de suite que on a un gain à aller vers une architecture multilatérale. Bon, aujourd'hui, quand même, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont réellement forer ou est-ce qu'ils sont en train de forer? La réponse, c'est oui. Mais avant d'aller dans les détails donc, du forage, vous verrez en gros que ces messieurs, ils ont signé un contrat avec la compagnie Seabird Ghana, qui a une base au Bénin et qui assure donc la logistique marine, pétrolière et tout ça, et qui a lancé en avril 2005 un recrutement donc de personnel qui seront affectés à ce projet donc de forage-là. Et ici, je vous ai mis la capture d'écran de leur offre. Et vous voyez devant chaque type donc de poste à pouvoir où vous avez les expats, vous verrez en gros que eux ne veulent pas recruter des Béninois, ils veulent recruter que des expats. Et sur certains postes, vous avez en face régional ou local, ça veut dire qu'ils vont recruter que des gens de la sous-région ou bien localement au Bénin. Et quand vous comptabilisez ces postes-là, on est largement inférieur par rapport à ce qui revient d'appeler poste d'expat. Or, on sait aujourd'hui que c'est des coûts récupérables. Et puisque ces messieurs veulent faire un essai de production longue durée, or, l'essai de production longue durée, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'ils vont pouvoir récupérer tout l'investissement initial. Donc, au final, nous, le Bénin va payer, en fait, le pétrole du Bénin va payer le salaire de ces messieurs-là et tout ce qu'ils vont faire pendant cette période-là. On aurait pu dire, puisqu'on veut forer, qu'on sait depuis plusieurs années qu'on veut forer, former certains nombre de Béninois sur certains postes qui sont pointus. Il y a certains postes qui ne nécessitent pas 3 mois de formation. On peut les former. Il y a des gens qui ont déjà exercé dans le domaine qui sont disponibles aujourd'hui. Tous ces messieurs-là ont été complètement écartés. Donc le RIC, aujourd'hui, il est venu rempli complètement d'étrangers qui vont travailler sur le champ de semaine et qui vont se lever 24 heures sur 24. Et les salaires là-bas, je ne vous dis pas, c'est des salaires mirobolants. Vous allez en supervision en mer, par exemple, nos cadres techniques béninois qui vont en supervision et qui sont, je pense que certains sont déjà allés, qui sont en supervision en mer, vous avez minimum, c'est entre 1200 et 1500 dollars le jour. Ouais, un peu. Ça, c'est ce qui se fait dans l'industrie, sauf s'il y a des coupures. Parce qu'on sait aujourd'hui que, bon, je ne sais pas si Akpona a révisé ça, mais il n'en avait pas révisé. Mais à Dambi, je ne sais pas s'il avait fait ça. Mais sauf s'ils mettent des lignes de coupure. Sinon, s'ils ne mettent pas des lignes de coupure, quand vous allez en supervision, comme ça, en tant qu'ingénieur, cadre béninois, c'est à peu près dans ces fourchettes-là. Donc, vous avez à peu près 1 million par jour. Vous voyez, ouais, que ça fait une manne pour les ingénieurs. Donc, au final, tout le monde s'acharne à aller en mer pour pouvoir aller en mer. Mais bon, moi, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle donc des Béninois qui sont experts donc, dans le domaine de forage et qui sont actuellement à la maison, qui n'ont pas été pris en compte pour ce recrutement-là. Et la plupart des Béninois n'ont même pas eu accès à ce communiqué-là parce que ça n'a pas été affiché dans le journal local, rien non plus. Et du coup, même ce contrat, quand il a été signé entre Seabird et RES, parce que c'est RES International qui a pris le devant des scènes avec Ortogone, quand ils ont signé ce contrat, ils n'ont pas averti le ministère sur le choix de confier cette tâche-là à Seabird, parce qu'il revient donc au ministère de valider. Parce que comme c'est des coûts récupérables, le ministère valide en amont. Et on s'entend là-dessus. C'est ce que le contrat stipule. Donc, on s'entend sur le choix donc, des opérateurs, le choix des équipements, les dépenses, tout ça doit être homologué. Mais non, le contrat que Adabi a signé le permettait d'exercer, en tout cas, et de venir, s'il le souhaite, avertir le ministère ou pas. Et donc, c'est pour ça, justement, aujourd'hui, ils foncent tout droit dans le forage sans forcément obtenir toutes les autorisations comment on appelle, ou en tout cas les bonnes pratiques donc, du milieu.
Bon, je ne leur trouve pas de tort parce que s'ils envoient un rig et que le rig est là et il ne fait rien, ils seront appelés en fait à dépenser donc des millions donc de francs CFA par jour pour assurer donc le contrat ou en tout cas pour maintenir ce rig-là à nos eaux. Donc du coup, peut-être qu'il faut les laisser forer, mais il ne faut pas les laisser forer non plus un peu farfelu. Et aujourd'hui, il faut les laisser fourrer, oui, mais il faut associer aussi des béninois. Vous avez donc des postes, par exemple, de prélèvement d'échantillons, sample catcher. Sample catcher, c'est ceux qui prennent les échantillons et après le géologue derrière, il analyse. Aucun géologue n'est associé à ce travail-là aujourd'hui. Le seul sédimentologue qu'on a qui a fait ce métier-là, qui a regardé toutes les formations, y compris les formations qui veulent fourrer de l'albien, Monsieur Kiki Ama, c'est le seul sédimentologue qu'on a formé docteur en sédimentologie. Bon, d'ailleurs, qui n'a même pas été recruté. On pense qu'avec le concours lancé par Madame, comment elle appelle, Atanasso, qui pourra réussir et passer le cap. Mais normalement, ces messieurs doivent être intégrés directement dans le système parce que justement, ce monsieur, comment il est venu, il a eu son doctorat parce que justement, Kassa, il a pris une partie donc, du fonds pétrolier. En son temps, il a investi une partie, donc, a construit l'amphi à travers le partenariat qu'il et l'UAC et le département des, et en fait le ministère, il a construit l'amphi Brice-Saint, je crois que c'est le nom de l'amphi au département d'agronomie à l'UAC. Et il a donné des miettes, en fait, au département des sciences, c'était qui était le bénéficiaire principal. Et à travers ça, ils ont financé deux doctorats dont il a fait venir des gens de sa localité qui voulaient déjà financer pour la thèse. Et le département a dit non, vous ne faites pas ça. Il faut quand même qu'on prenne quelqu'un de sérieux aujourd'hui qui est major donc, de sa promotion et qui peut également faire partie de l'équipe. Et c'est comme ça, le chef de département a fait pression pour que qu'on puisse prendre l'excellence en fait. Et la personne qui était là, qui était major donc, de sa promotion parmi les étudiants formés, c'était M. Kiki. Et c'est comme ça qu'il a eu ce financement-là. Il a bénéficié de ça, il a été formé. Et quand il a été formé, sous talent, ils l'ont mis de côté jusqu'à ce jour. Le seul sédimentologue aujourd'hui qu'on a au Bénin qui exerce, qui est sédimentologue du domaine pétrolier, je veux dire, c'est M. Kaki, Christophe, qui va à la retraite bientôt et dont M. Kiki il est assistant de façon informelle ou en tout cas avec un contrat bon, qu'ils ont pu signer quand même, mais qui n'est pas digne donc de ce qu'il rend comme service au Bénin, mais qui aujourd'hui est mis de côté également par ce projet-là. Donc ce monsieur, il n'est pas consulté, il n'est même pas associé, je peux vous le garantir, il n'est pas associé. Il n'ira pas voir les pierres, il n'ira pas identifier si on est dans le bon niveau réservoir ou pas. Parce qu'on pourrait avoir des problèmes de bout de forage aujourd'hui si quand on fore aussi, il y a des zones où il faut faire varier un peu la densité de la boue, il faut changer soit les outils, le trimpan, tout ça, qu'on appelle bit en anglais, c'est en fonction donc du type donc, de formation qu'on rencontre. Donc, et ça, c'est les géologues qui font ce travail-là. Ce monsieur, il est là pour ça, il a été formé pour ça, mis de côté. Donc, on ne me dira pas qu'il n'est pas là. Ceux qui ramassent, ceux qui prennent les échantillons, qui font le travail, des techniciens géologues, etc. Bon, il y a deux ingénieurs géologues que Reste International a transformés en archivistes documentalistes qui scannent les documents pourris qui sont allés ramasser à la maison à Zoumé à Kpakpa et qui font ce travail-là. Eux, ils n'ont même pas été insérés dans le système pour aller ne serait-ce que prélever les échantillons et remettre aux soi-disant géologues experts qu'ils ont fait venir de l'étranger, qui vont regarder les échantillons, qui leur diront, bon, ici au Bénin, vous avez tel et tel échantillon. Bon, peut-être que c'est ridicule, mais au moins ça va leur permettre d'apprendre ou en tout cas d'aller un peu en offshore. Mais ils n'ont fait rien de tout ça, en fait. Et aujourd'hui, vous avez même des gens qui renoncent à cet impôt. Cette dame-là, ça fait longtemps qu'elle est en train de chercher un spécialiste logistique au profit donc de Octogone. La plupart des logiciels sérieux ont décliné l'offre. Et l'offre tourne toujours. Bon, j'ai appris récemment qu'ils ont pu avoir un profil. Bon, mais sinon, c'est une offre qui tourne toujours. Et c'est pour dire que c'est pas moi seul qui le dis. Reste, Octogone lui-même n'a pas une bonne réputation. C'est un monsieur sulfureux. Et donc, personne n'a envie de travailler forcément avec lui. Bon, c'est un peu regrettable que monsieur Achadi soit là-bas aujourd'hui, mais bon, ça faisait problème. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que les Béninois, s'ils veulent prendre un peu leur destin en main, il doit pouvoir écrire à ces messieurs-là, dont les emails sont là,
c'est complètement rien d'illégal. On est sur nos eaux, ils leur écrivent, ils leur envoient le CV pour demander de l'emploi, et y compris pour demander de l'emploi pour ceux qui ont des domaines qui sont un peu du domaine technique, pour tout ce qui concerne un peu l'exploitation du pétrole, ou en tout cas qui veulent se faire former, qui les contactent dès maintenant pour qu'après, quand ils vont finir de forer le puits, ils nous diront, ah non, on n'a pas d'ingénieur béninois, ou en tout cas, on n'a pas de technicien béninois pour exploiter ce pétrole-là, et qu'ils aillent chercher encore des étrangers que nous allons devoir payer avec notre pétrole. Ça, c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, tel que je voulais rappeler, hein, je récapitule, l'objectif aujourd'hui de ce forage-là, ils insistent là-dessus parce qu'ils veulent faire passer ce pétrole-là qui est dans du domaine prouvé, mais qui est dans le domaine certain, mais qui n'est pas complètement prouvé en termes donc, de volume. Donc, ils veulent forer le puits et faire donc de la modélisation et évaluer les volumes et le faire passer dans le domaine prouvé pour pouvoir augmenter le stock et les actifs. Le, L'objectif 2, c'est de lancer l'essai de production d'une durée d'un an, histoire donc de bénéficier de 100% de remboursement au niveau donc des investissements. Et le troisième point, c'est dit aussi, c'est de faire un peu dans du dilatoire et de dire, puisque c'est à 78 dollars le baril, au final, on ne le vend pas en attend. Et donc de déclarer, soit parce qu'à travers donc, le positionnement actuel du puits vertical qui va atteindre l'horizon 6, c'est de déclarer une venue excessive d'eau. Ça, c'est le deuxième argument que peut-être la nature va leur donner s'ils y vont dans le réservoir de façon verticale, de dire qu'on a assez d'eau et qu'il faudrait qu'on réfléchisse encore à la stratégie de développement. Ça leur permet d'avoir encore 2, 3, 4 ans donc, de réflexion sur l'architecture à adopter, comment est-ce qu'il faut exploiter ça pour ne pas avoir assez d'eau. Parce que on voit très bien que n'importe comment, s'ils font un puits vertical, ils auront assez d'eau tout de suite dans le puits. Bon. Donc, mais ils s'entêtent à y aller. C'est comme s'il y a un objectif non déclaré derrière. En fait, il a aussi caché euh, et c'est digne de partie de ces mafieux. Alors, aujourd'hui, quand on parle de forage, quand on parle d'exploitation, etc., est-ce qu'on a pensé un peu à l'environnement? L'idée, c'est de savoir si ce pétrole-là prend en compte un certain nombre de normes environnementales en République du Bénin. Donc, l'étude d'impact environnemental a été préalable à ce projet, a été confiée au cabinet qu'on appelle Impact Environmental, qui appartient à M. Lawson. M. Lawson, je ne sais pas si vous le connaissez, M. Jules, c'était l'SDG SGDS, Société des ordures donc, du Bénin, là, que Patrice Talon a créé. Donc, il a géré jusqu'en 2022, je crois, avant d'être zigouillé par le président Patrice Talon. Et donc, voilà. Donc, c'est son cabinet. Tu vois un peu, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes qui prennent les marchés, ce sont eux qui font tout. Mais malheureusement, ils ne font pas un bon travail, c'est ce on verra aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc, aujourd'hui, ils sont dans une séance donc, de travail, une séance donc, de travail où vous avez le directeur résident donc, de Accra Petroleum, donc l'ex-capitaine donc, de l'armée française, qui a travaillé également chez Savannah Énergie avant donc, de rejoindre le Bénin. Euh, Lui également, il a été recruté sans que le Bénin n'approuve préalablement le profil et tout ça. Bon, donc voilà un peu. Vous avez le consultant de M. Ortogone, M. Jean-Jacques Achadé, qui est consultant de Ortogone, qui représente Ortogone au cours de la séance. Et vous avez ici les membres de cabinet du consortium, je vais dire du consortium, du groupe du moins consulting, du groupe consulting euh, IC Consulting. Donc, le premier problème, quels sont les problèmes que nous avons? Le premier problème, c'est le groupe d'experts en fait, qui a siégé à étudier ce dossier. Pour moi, il y a un flagrant conflit d'intérêts. Parce que quand vous prenez le groupe d'experts recruté par ce cabinet international, bon, R là, Consulting, ISC Consulting là, vous avez le nom de M. Achare qui figure comme expert pétrolier. On dit, vous ne pouvez pas être à la fois expert et consultant pour une compagnie et être en même temps expert dans la société qui est censée faire une étude impartiale.
du point de vue environnemental et pour le respect donc d'un certain nombre de dispositions donc de notre code de l'environnement au Bénin, quoi. Vous ne pouvez pas siéger des deux côtés. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas en fait donc d'experts pétroliers qui puissent se substituer à lui, ne serait-ce que pour ce poste-là, parce qu'il est consultant chez Autogone. Il ne peut pas être consultant à la fois dans les deux cas. Donc, aujourd'hui, moi, je le dis, je pense que beaucoup vont s'étonner donc de cette position. Je dis, c'est quelqu'un qui m'a, Jean-Jacques Attiadé, c'est quelqu'un qui m'a identifié. Il enseigne de l'ingénierie réservoir à l'université d'Amérique. Il enseigne également l'économie pétrolière, je vous l'ai dit, au département des sciences de la Terre et à la face et tout ça. C'est quelqu'un qui aime l'excellence. Il aime mettre la barre un peu très haute. Et quand vous êtes excellent, vous êtes très bien sur les débats de réflexion stratégique et intellectuelle. Tout de suite, il vous prend dans sa barque. C'est vraiment quelqu'un, il est très bien. Mais c'est quelqu'un aussi qui enseigne un certain nombre de valeurs et n'aime pas s'impliquer dans un certain nombre de conflits d'intérêts. Donc, je suis étonné donc, de le voir en flagrant conflit d'intérêts sur ce poste-là et sur ce travail-là. Je peux vous dire aussi que son défaut, c'est de montrer un peu l'image de monarchie. Est-ce que c'est pour ça qu'il est un peu partout et donc, du coup, personne ne dit rien? Je ne sais pas. Il aime bien montrer un peu l'image de monarchie. Il cogne très fort. Ça fait peur à un certain nombre de personnes. Peut-être pas moi, et peut-être c'est pour ça qu'il m'aime bien. Mais puisqu'il aime monter un peu la barre donc, des discussions stratégiques un peu très hautes. C'est un monsieur. euh, je le dis, c'est pas que je suis contre lui, hein. Je dis qu'il est en flagrant conflit d'intérêt. Je peux aussi dire du bien de lui. Et je dis, c'est quelqu'un qui m'a identifié. Donc ça me dérange un peu donc de vous dire que voilà, ça ne va pas, quoi. Là, il est en flagrant conflit d'intérêt. C'est pas ce qu'il m'a appris, en tout cas. Je sais aussi que c'est du point de vue social, hein. C'est quelqu'un. Aujourd'hui, il appartient à une association donc des cadres du NAGO. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ils ont formé une association, les cadres du NAGO, là. Ils ont compris que pour dominer le pétrole, il faut être scientifiquement bon. Sous Kérékou, c'était ça. La plupart des cadres pétroliers qui ont géré le pétrole béninois, c'est les NAGO, c'est les Porte-Noviens, les Hagbè et c'est les Mahi. Donc, c'est les trois groupes communautaires qui ont géré le pétrole. Ça fait qu'ils ont une assise là-dessus. En tout cas, il fait partie donc de cette association-là qui promet un peu l'excellence dans le domaine scientifique, mathématique, etc. Ils octroient donc des bourses aux gens donc de leur localité. Il a pu lui-même, quand il était DG, aider à construire un certain nombre de classes à travers les fonds pétroliers hein, qui sont disponibles hein, dans sa région là-bas. Je sais pas des. Voilà, je dis, moi-même, j'aurais pu faire la même chose à sa place. Mais je dis quand même, pour le moment, tout ce qu'il avait fait dans le passé, et que les gens disent à voix basse, que je révèle à voix haute aujourd'hui, je dis c'est quelque chose qui n'est pas, qui est quand même normal pour moi. Je pense que ça, c'est pas encore dans le délit. Mais le seul délit aujourd'hui, c'est d'être en flagrant conflit d'intérêt aujourd'hui, et d'être dans la société qui demande à faire le travail et d'être en même temps dans l'équipe d'experts de la société recrutée pour faire le travail. Donc ça me gêne énormément. Bon, donc voilà un peu, c'est pour ça j'essaie donc de clarifier avec une voix vraiment, voix un peu la peine que j'ai expliqué tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, ce monsieur se retrouve là-bas et je pense aussi d'ailleurs que monsieur Achade Nouné, le VP donc, du Parti Les Démocrates, il est dans cette association dont je vous ai parlé, une organisation communautariste qui promet un peu l'excellence dans le domaine mathématique et qui aide tous les étudiants NAGO qui s'inscrivent en MP, en PC, tout ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose de voilà. Donc je vais dire, ce monsieur, typiquement, c'est un monsieur qui m'a toujours signé les lettres de recommandation pour aller, pour mes stages, pour mes demandes de stage à Sapetro. Il faut savoir que dans le temps, à Sapetro, pour un stage, il faut que le gouvernement approuve. Il faut en fait que la partie publique ou le Bénin approuve. Et
puisqu'il représentait, il était le DG de la Société nationale des hydrocarbures, il me signait toutes les recommandations. Il m'a même soutenu dans le temps quand j'étais chez Sapetro, ils ont organisé un concours de recrutement en interne, pas en interne, un concours de recrutement non, d'agents qui vont opérer sur le développement non, du pétrole, si ça avait marché. Et le concours était un peu frauduleux. Moi, un peu naïf, j'étais toujours dans le système, mais j'ai dénoncé le système. C'était un peu naïf de ma part. J'ai dénoncé le système et tout le monde m'a verrouillé. Je veux dire, le camp donc, des porte noviers ils m'ont verrouillé. Quand les porte noviers m'ont verrouillé, lui, il m'a toujours soutenu. Après mon stage, il a renouvelé, hein. Après cet épisode, il a renouvelé mon stage. Ancien la lettre de recommandation, je suis parti. Et on était même dans le processus donc, de reconversion pour devenir ingénieur un peu plus technique pour un certain nombre de postes qui pourraient s'ouvrir un peu plus tard. Donc, je veux dire, c'est pas pour l'accuser donc de choses là, mais je vois en fait qu'il s'éloigne d'un certain nombre de valeurs aujourd'hui qui me posent problème et dont j'ai quand même envie donc de parler parce que beaucoup aussi l'accusent donc d'être du côté aujourd'hui donc de l'obscurité et tout ça parce que justement comme ils sont tous dans un domaine d'experts pétroliers, d'ex-experts pétroliers qui avaient exercé et aujourd'hui ils sont tous écartés à part lui qui est dans le système. Donc les gens se demandent qu'est-ce qu'il a pu avoir, quel était le coût donc de ce sentiment donc de trahison qu'ils ont. Nous, on a pu fouiller un peu. Donc, moi, je suis allé jusqu'à fouiller un peu. J'ai vu à travers un certain nombre de transactions que ce monsieur, il ne marche pas plus de 2,5 millions en termes donc, de salaire de prestation en tant qu'expert. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que dans le domaine pétrolier, c'est énorme pour quelqu'un qui, euh, pour à peu près ces miettes-là, exerce cette fonction-là. Et donc, je pense en réalité que c'est un homme qui a vu aujourd'hui tout ce qu'il a construit quand il était directeur général de la Société des hydrocarbures du Bénin, tout ce qu'il a construit à moins de 10 ans écoulés, et contrairement à ce que lui se donnait comme limite d'un certain nombre d'actions, il voit aujourd'hui que les gens peuvent dépasser ces actions-là et aller complètement à fond. Donc, il voit ce qu'il a construit, c'est des côtés. Peut-être qu'il s'est posé à un moment donné la question de savoir s'il n'y a pas de limite pour le patriotisme. Je ne sais pas si le patriotisme a des limites, mais aujourd'hui, c'est que peut-être une question qui s'est posée et donc il s'est lancé dans le camp obscur aujourd'hui et il travaille avec ces mafieux-là que je dénonce. Bon, euh, néanmoins, même si je prends mon téléphone aujourd'hui et je lui fais appel, je suis certain que c'est quelqu'un quand même avec qui je pourrais travailler, mais vous savez, c'est loin de mes valeurs, donc moi, je ne veux pas aller dedans. Donc, je ne dis pas tout ça pour avoir un certain nombre de postes ou avoir me positionner par rapport au pétrole ou à l'exploitation. C'est parce que je dis ça aussi pour que vos auditeurs comprennent que c'est pas une question donc, de personne ou donc, de recherche de poste et que si j'ai envie d'un poste aujourd'hui, je peux l'avoir, je peux toujours l'avoir, mais je préfère être du côté du peuple et essayer donc d'éclairer le peuple pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà, sur cette personne. Donc, le deuxième point, l'accréditation. L'expert qu'on a pu identifier, qui s'appelle Messin Olivier, qui s'appelle visiblement expert sédimentologue, n'est pas un expert accrédité aujourd'hui, donc en sédimentologie. Donc, on ne peut pas dire que ce monsieur-là, il est expert accrédité pour faire ce travail-là. Mais en tout cas, moi, je veux bien voir. Il ne suffit pas d'aller regarder deux ou trois échantillons marins pour se prétendre expert en sédimentologie. Donc, il y a un problème. Le troisième problème, c'est la durée de vie irréaliste du projet. Ils mettent 15 ans. Vous avez un contrat qui court sur 25 années. Vous ne pouvez pas faire une étude sur 15-20 ans. Ouais, l'étude d'impact environnemental doit couvrir au-delà donc de 35 ans parce qu'il y a une période d'extension de 10 années. Et il n'y a pas d'études récentes donc de la bathymétrie aujourd'hui qui soit postérieure à 2010. Normalement, une étude d'impact environnemental doit prendre en compte tout ça et doit prendre en compte l'avant et après exploitation, quelle est la bathymétrie et tout ça. Donc, vous avez le profil de production, le, l'entreprise reste dit qu'ils veulent produire 16 000 barils jour, d'accord, sans aucun scénario donc de DCA. Les DCA, c'est en fait le Decline Curve Analysis, c'est la courbe de déclin qui permet donc d'avoir une idée sur ce qu'on peut récupérer pour les gisements matures. En fait, c'est fait pour les gisements matures surtout. Et vous avez aucune modélisation du déversement du pétrole basée sur 16 000 barils jour. Je vais vous montrer ces deux points qui sont en rouge là. C'est pour ça que je les ai identifiés en rouge.
D'abord, sur le premier point du decline curve analysis, où ils disent 16 000 barils jour. OK, 16 000 barils jour. Prenez le profil donc de production. Vous avez l'exemple type ici de profil de production. À partir donc de la période donc, de développement, vous avez le volume donc produit par jour qui commence par augmenter. Vous arrivez à un niveau où vous avez un plateau où, quel que soit ce que vous faites, vous avez à peu près un volume stable, maxi. Donc, on arrive là au pic pétrolier, c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Et après, vous commencez à descendre, à décliner lentement. Et à partir de là, vous pouvez adopter un certain nombre de méthodes de récupération tertiaire en injectant des surfactants et plein de choses pour essayer donc de récupérer au maximum. Ça fait que vous augmentez légèrement, mais jamais vous n'atteignez le point initial. Et dans tous les cas, vous finissez par décroître jusqu'à 25 années. Et d'ailleurs, vous voyez, le contrat prend effet, en tout cas, a effet sur 25 ans. Donc, pour le Bénin, typiquement, on voit la même chose. En rouge, en rouge ici, c'est le profil de production cumulé de 83 jusqu'à 99 au moment de la fermeture. En rouge ici qui descend, c'est le profil de production d'huile uniquement.